Eh bien, bonsoir. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, d'ailleurs je vais arrêter de vous annoncer des délais parce que dans tous les cas je l'atteindrai pas. Et petite parenthèse, vous l'avez remarqué, j'ai encore changé de décor, mais promis, je compte bien y rester un petit moment dans celui-là. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau phénomène, il s'agit du flexitarisme. Je plaisante, bien évidemment, ça fait un petit moment qu'il s'est installé en France, il provient des États-Unis. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous savez ce que c'est, et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui souhaiteraient approfondir le sujet, je vais vous expliquer ce que c'est dans cette vidéo. Comme ça, je peux vous montrer la manière de voir la chose de deux points de vue, celui du consommateur et celui d'un professionnel de santé. Donc si on cherche un petit peu l'arrivée précise de ce terme en France, on sait qu'il est approximativement arrivé en 2012. Par contre, si on cherche sa définition dans le dictionnaire, il est apparu seulement en 2018 dans le Larousse. Sujet de nombreux débats, les régimes alimentaires déjà bien ancrés, tels que le véganisme et le végétalisme, se battent un petit peu pour savoir de qui y tient le plus. Un peu comme des jeunes parents qui s'arracheraient les points positifs de leurs enfants pour refourguer les points négatifs à l'autre. Mais au final, le flexitarisme, c'est quoi? Jetons un œil sur cette définition sur l'internet mondial. Je me suis donc rendue sur le site internet du Larousse, et là, aux surprises, elle n'y est pas encore inscrite, en tout cas, sur l'internet. Elle existe en version papier, et la définition, c'est celle-ci. Flexitarien, flexitarienne, relatif au flexitarisme. Je pense que tout est clair. C'était votre diététicienne. Salut. Je rigole, j'adore l'humour. Allons chercher la définition du flexitarisme du coup. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Flexitarisme, mode alimentaire, principalement végétarien, qui peut déboucher sur la consommation occasionnelle de viande. Je donnerai mon avis sur cette définition un peu plus tard, mais mon esprit critique a voulu le comparer à un autre dictionnaire, celui de Robert. Sauf que la définition n'est pas accessible par internet, il faut payer. Et ensuite on va dire que les jeunes manquent de culture. Mais bon, ça c'est un autre débat. Obstiné et déterminé, j'ai donc décidé d'aller chercher dans un autre dictionnaire. Et là, chou blanc. Aucune définition écrite n'est inscrite sur les dictionnaires. Pourtant, les vidéos explicatives et les sites internet, il y en a pas mal sur le flexitarisme. Et il y a de tout et n'importe quoi surtout. Et aucun dictionnaire n'est capable de donner une définition. Sur un site, j'ai même pu lire que le flexitarisme était exclusivement végétarien. Et par végétarien, il sous-entendait finalement vegan. La preuve qu'on peut lire de tout et n'importe quoi sur internet. Je vais vous dévoiler ce qu'est pour moi le terme flexitarisme. Il touche effectivement une quantité limitée de viande, mais pas que. Il va aussi toucher trois grands thèmes, selon moi très importants, l'alimentation, l'écologie et l'éthique. Du point de vue alimentaire, comme vu précédemment, je vais réduire ma consommation de viande. Donc chez moi, je vais être végétarienne. Par contre, à l'extérieur, par exemple, je vais consommer de la viande dans des restaurants en favorisant les restaurants avec les petites cartes et des viandes qui proviennent d'endroits locaux avec un label. Mais avant d'être extrémiste, au point de plus manger de viande chez moi, j'ai tout d'abord saboté les grandes surfaces en achetant plus de viande qui proviennent du coup de fermes-usines qui vont encore une fois permettre de financer des personnes où je suis totalement contre ce qu'ils font. Donc, ça a commencé par ce petit pas. D'ailleurs, parlons bien-être animal, ou alors limiter la souffrance animale, je ne consomme que très peu de produits laitiers. Pourquoi? Tout comme les femmes, les vaches sont des mammifères. Et à quelle période de leur vie les femmes produisent-elles du lait? Uniquement quand elles sont enceintes. Et bien les vaches, ça va être la même chose. On va donc gentiment les violer pour qu'elles soient gestantes. Une fois que le veau sera né, on va gentiment le diriger vers l'abattoir en le remerciant pas du tout. Et on va aller extraire leur lait. Elles n'en donnent plus? Pas de soucis. C'est reparti pour un viol. Mais ne vous inquiétez pas pour elles, les lobbies laitiers vont leur verser une contrepartie financière pour compenser un peu ces pertes. Ah, on me dit dans l'oreillette que non. Et que ces bénéfices vont aller alimenter gentiment les cagnottes de l'État et des actionnaires. Yay! Car oui, les produits laitiers contiennent du calcium et c'est intéressant en dessous de l'âge de 20 ans pour établir son capital osseux, ce qui va pouvoir prévenir plus tard des risques d'ostéoporose. Sur l'instant T, de construire son capital osseux, donc bien grandir, avoir des os solides, mais il faut savoir que le calcium ne se retrouve pas exclusivement dans les produits laitiers. Il se retrouve notamment dans les légumineuses, dans les oléagineux, dans les os, dans les fruits et dans les légumes. Donc en fait finalement dans beaucoup d'autres aliments. Mais ces derniers financent beaucoup moins les actionnaires et donc n'est pas très intéressant pour les lobbies. Donc à quoi bon les valoriser au grand public? Nous avons donc parlé de viande et de produits laitiers, mais c'est pas tout. Je fais également attention aux œufs et notamment aux numéros de ponte de ces derniers. En gros, j'exclus les numéros de ponte qui vont au-delà du chiffre 1. 0 étant élevé en plein air et bio. Le 1 signifie simplement élevé en plein air. Le 2, ça commence un petit peu à se gâter. Ça signifie que les poules sont dans un hangar, mais que quand même, on n'est pas des sauvages et elles ont un petit accès dehors, avec un petit tunnel bien enfermé, mais au moins elles peuvent aller se dégourdir les pattes un petit peu
avec une grosse population malgré tout, faut quand même pas abuser. Et enfin, le numéro 3. Alors lui, c'est le summum du non-respect animal. Simplement en hangar, elles ont pas de lumière de jour. Peut-être qu'elles ont de la chance dans certains hangars, elles ont une bouche d'aération pour leur donner un peu d'air. Mais sinon, c'est totalement enfermé avec, je vais dire une bêtise, mais peut-être 10 poules au mètre carré, en train de se marcher les unes sur les autres et marcher sur les cadavres de leurs copines. Parce que c'est tellement plus rentable. Concrètement, maintenant, je ne prends que des œufs qui viennent de particuliers. Ce sont des poules domestiques, élevées en liberté, avec de l'espace, qui sont pas maltraitées. Et elles sont bien rares les fois où je vais aller chercher des œufs en grande surface. Et c'est là où débouche le second point qui va être l'éthique. Le flexitarisme est également une solution, selon moi, pour éviter d'enrichir les gros centres qui ne pensent uniquement à faire des bénéfices et à écraser les petits commerçants qui essaient de survivre. Je trouve ça totalement aberrant que les produits qui sont de meilleure qualité vont être vendus plus cher, incitant du coup les populations un peu moins aisées à prendre des produits de plus basse qualité avec un moindre apport nutritionnel, et donc du coup ça va impacter leur santé, vont être malades et vont devoir enrichir les lobbies pharmaceutiques parce qu'ils ne vont pas être en bonne santé. Et bien sûr, tout cela en détritus en plus de la condition animale, tout ça pour enrichir des pardon, pour enrichir des bien-pensants. Ce jeu d'acteur est une pépite. Il est tellement plus simple d'aller faire le marché afin d'obtenir des produits frais qui vont être locaux, de saison et à moindre coût. Parce qu'au final, certaines personnes disent « Oui mais le marché c'est plus cher ». Non, ce n'est pas plus cher. Pourquoi ? Mais de sortir tout un tas de listes et d'arguments pour te contrer. Petit 1, tu vas acheter les ingrédients que tu as réellement besoin. Tu ne vas pas craquer sur le paquet de 3 granolas dont tu n'as aucunement l'intérêt. Petit 2, si vraiment tu n'as pas le budget nécessaire pour aller faire le marché, peut-être qu'une remise en question s'impose. Est-ce que dépenser 50 € par semaine d'alcool est-elle ta priorité ? Après, il faut peser le pour, il faut peser le contre. Le point 3, si vraiment tu as des problèmes financiers, sache que tu peux très bien aller en fin de marché, aller voir des exposants et leur demander s'ils ont des produits un peu abîmés ou alors des invendus qui vont pouvoir soit te donner, soit te vendre au rabais. Comme ça, tu limites les coûts et tu te fais plaisir avec des vrais aliments. 4. Tu dépenseras moins d'argent car tu seras en meilleure santé. 5. Tu limiteras tes déplacements en voiture, donc tu économiseras de l'essence et en plus, du coup, tu vas diminuer la maintenance de ta voiture. Bah ouais, tu l'utilises moins, donc tu vas moins utiliser tes pneus, moins utiliser tes freins, la vidange et tutti quanti. Je suis pas mécano, mais t'as compris le principe. Et en plus, tu limiteras ton impact CO2 et ça, c'est bien. Bravo à toi. 6. Tu apprécieras le fait de ne plus mettre tes pieds dans des centres commerciaux et du coup tu vas te rendre compte que tu n'auras plus envie d'aller même dans d'autres magasins. Tu n'auras pas envie de dépenser de l'argent inutilement, juste encore une fois poussé par la société de consommation actuelle. Donc tu feras des économies et tu gagneras en liberté financière. Après là je peux te donner si tu veux d'autres arguments non financiers. 7. Du coup, tu pourras acheter en vrac et donc diminuer ou voire exclure complètement tes déchets. Donc d'un point de vue économique, si tu fais partie de ces villes où les sorties poubelles sont payantes, tu vas réduire très clairement tes sorties de poubelle, donc tu vas gagner de l'argent. Tu n'auras plus besoin d'acheter de sac poubelle, donc tu gagneras de l'argent. Et il n'y aura plus aucune phase de bagarre pour savoir qui doit sortir la poubelle. Tu vois ? Et ça c'est chouette aussi. 8. Tu pourras faire un compost. C'est rien de plus. C'est la classe. 9. Tu pourras citer tous les ingrédients de tes plats. Et tu ne seras pas obligé de faire une fac de maths pour citer le 3e ingrédient. Par exemple comme le E260. 10. Tu seras acteur de ta consommation. Maintenant, d'un point de vue éthique, je commence à avoir de plus en plus d'aspiration sur le textile et notamment le cuir, où je suis dans une phase de limiter ce genre de textile qui vient clairement des animaux, qui sont pareil produits dans des espèces de fermes et tout. La fourrure, bien sûr, n'en parlons pas, évidemment que c'est hors de question, mais le cuir, il est malgré tout encore beaucoup trop présent dans nos sacs, dans nos chaussures. Ça va être un petit pas, mais j'essaie en tout cas de tendre vers une consommation un peu plus raisonnée, quitte à l'exclure plus tard. Pareil pour le foie gras, cette année j'en ai pratiquement pas mangé. Pourquoi ? C'est pareil, je viens du sud-ouest et la condition de vie animale est clairement laborieuse, on va dire tout ce qu'on veut. C'est de la maltraitance malgré tout et ça serait bien de le réduire également. Et je pense que cette maturité va continuer à croître, tout comme pour les grandes surfaces. Je vais réussir petit à petit à m'en défaire. C'est tellement gratifiant de ne rien avoir dans son frigo d'industriel. On contrôle, on fait nos aliments et on sait ce qu'il y a dedans. C'est tellement beau, on n'a plus de déchets quoi, c'est fantastique. En bref, on est acteur à 100% de son alimentation. Et ça, c'est quand même vraiment chouette. Si je devais te résumer ce qu'était le flexitarisme, c'est un mode de vie éthique, ouvert et non restrictif. Si par exemple, un jour tu es tenté de manger vegan, eh bien tu peux. Et le lendemain, tu mangeras de la viande et ensuite tu retrouveras ton mode alimentaire végétarien. C'est ça qui est vraiment chouette, c'est que tu choisis tout ce que tu veux
et tu te fixes aucune limite. C'est donc en fait finalement une diversité d'alimentation qui va te limiter le risque d'avoir des carences et d'être également en pleine santé. J'ai jamais été en aussi bonne santé. Bon là ça doit pas parce que je suis assise, mais si vous avez vu mes autres vidéos par rapport aux tractions, maintenant j'en fais 10 fois plus. Non c'est faux. Non. Ça c'est ma nouveauté aussi 2020. En tout cas, sachez que si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir dans l'espace de barre de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes péripéties et pour voir l'évolution de la chaîne. J'essaie de faire au mieux. J'essaie de rendre un peu plus la vidéo un peu plus ludique, un peu plus interactive par les changements de plan. J'espère que ça vous a plu. C'est pareil, n'hésitez pas à annoncer toutes les choses négatives qui ne pourront faire que m'améliorer. J'espère également vous avoir apporté du positif et d'avoir semé quelques petites graines comme ça dans votre esprit. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était votre diététicienne. Salut!